Les organisations existantes de par le monde et leurs parties prenantes sont de plus en plus conscientes de la nécessité d'adopter un comportement responsable et des bénéfices qui y sont associés. L'objectif de la responsabilité sociétale est de contribuer au développement durable. La première responsabilité de toute entreprise, où qu'elle soit, c'est d'être responsable, de respecter ses engagements face à tous ses partenaires sociaux et en premier lieu les travailleurs. Respecter le code du travail, respecter les contrats de travail. Mais aussi, c'est respecter les engagements avec l'État, les renseignements, les engagements avec les populations autour, avec ses fournisseurs et ses clients. Mais il ne faut jamais oublier que la première mission d'une entreprise, c'est de créer de la richesse. Et la redistribution de la richesse, ce n'est pas la mission de l'entreprise, c'est la mission de l'État. Les performances d'une organisation vis-à-vis de la société dans laquelle elle opère et vis-à-vis de son impact sur l'environnement sont devenues une composante critique de la mesure de ses performances globales et de sa capacité à continuer à fonctionner de manière efficace. Ceci reflète en partie la reconnaissance croissante de la nécessité de garantir l'équilibre des écosystèmes, l'équité sociale et la bonne gouvernance des organisations. La RSE renvoie aujourd'hui à l'idée de la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Pour les entreprises, la démarche consiste à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la protection de l'environnement. Il me plaira de rappeler ici l'importante composante efficacité énergétique et protection de l'environnement du programme de mise à niveau des entreprises financé à hauteur de 4 milliards de francs par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Aujourd'hui, la norme internationale d'application volontaire ISO 26000 a vocation d'aider les organisations à contribuer au développement durable. Elle vise à encourager les organisations à aller au-delà du respect de la loi, tout en reconnaissant que le respect de la loi est un devoir fondamental pour toute organisation et une partie essentielle de sa responsabilité sociétale. L'ISO définit la responsabilité sociétale comme la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable, y compris à la santé des personnes et au bien-être de la société, et prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales, mais également est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mise en œuvre dans ses relations. En outre, les dirigeants de l'organisation, mais également les parties prenantes, doivent appliquer les 7 principes fondamentaux de la RSE, à savoir la responsabilité de rendre compte, la transparence, le comportement éthique, le respect des parties prenantes, le respect du principe de l'égalité, le respect des normes internationales de comportement, et enfin, le respect des droits de l'homme. Nous voudrions effectivement saluer le fait que la responsabilité sociétale des entreprises va contribuer largement à rapprocher les entreprises des salariés, des membres de la société, dans la gestion de leurs préoccupations, et ce qui est la raison d'être essentielle de tout gouvernement. En effet, la réalité et la perception des performances d'une organisation en matière de responsabilité sociétale peuvent avoir une incidence sur ce qui suit, entre autres. Ses avantages concurrentiels, sa réputation, sa capacité à attirer et à retenir ses salariés ou ses membres, ses clients ou ses utilisateurs, le maintien de la motivation et de l'engagement de ses employés ainsi que de leur productivité, la vision des investisseurs, des propriétaires, des donateurs, des sponsors et de la communauté financière. Ses relations avec les entreprises, les pouvoirs publics, les médias, les fournisseurs, les pairs, les clients et la communauté au sein de laquelle elle intervient. L'intégration de ces concepts globalement connus et utilisés aideront les entreprises sénégalaises adhérant à ces normes à renforcer stratégiquement leurs avantages concurrentiels dans l'image que les investisseurs ont de sa valeur
dans la rétention des employés, dans la loyauté des clients et dans l'acceptation de ces entreprises dans les communautés où elles opèrent. J'en profite pour réaffirmer l'engagement du Canada dans la valorisation et promotion de la RSE. C'est fort de cet engagement que l'initiative RSE Sénégal a été lancée en 2008 par un acteur du secteur privé pour promouvoir la RSE au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, selon 2 axes stratégiques majeurs. Fédérer autour de cette initiative locale des entreprises et des partenaires institutionnels des secteurs publics soucieux de promouvoir les valeurs et principes de la RSE. Accompagner la conception d'outils de management adaptés au contexte local et favorisant la pratique de la RSE par les entreprises. Nous restons également convaincus au niveau de RSE Sénégal qu'une stratégie de dissémination de la RSE par cercles concentriques à partir des grandes entreprises du Sénégal aura très vite un impact significatif sur la productivité de toutes les entreprises, sur la création d'emplois, sur la préservation de la nature, sur le développement de la valeur ajoutée locale et nationale dans les chaînes de valeur, sur l'environnement des affaires, etc. Le concept de RSE constitue pour le Sénégal et les pays de la sous-région un excellent moyen de repenser son modèle de développement économique, en ce sens qu'il permet d'intégrer de la compétitivité des organisations, entreprises privées et publiques, administrations, collectivités locales, etc. Une nouvelle approche plus globale centrée sur des considérations liées à l'économie, le social, le sociétal et l'environnemental. Au-delà en fait des activités sociales, c'est de relever le niveau de vie de ces communautés, de permettre aussi aux TPE, comme l'a dit Philippe, et aux PME d'avoir des parts de marché, de se développer, d'être autonomes, indépendants, ce qui explique d'ailleurs que maintenant on a pratiquement fait un shift entre des programmes sociaux aux programmes de développement durable. On est en interaction avec des acteurs qui détruisent pour reconstruire, à savoir les entreprises de construction, donc avec un impact sur l'environnement, avec l'utilisation du travail des enfants, avec une main-d'œuvre accessible. On a estimé qu'on avait un rôle à jouer en termes de sensibilisation. Comme on est spécialisé dans le financement du logement social, la démarche RSE nous a permis de rajouter maintenant qu'on est dans le logement social durable. La CBO a déjà créé une structure RSE qui fait partie de ces structures de gestion. Et c'est un comité qui a un programme fixé durant toute l'année et qui travaille sur les aspects environnementaux en termes de réduction de consommation d'électricité, réduction du papier, de consommation du papier, etc. Et d'autres actions envers des associations directement. C'est un exemple concret que nous avons fait cette année-là. On a confié un marché important à des associations des sourds et des muets pour la confection des cadeaux de fin d'année. On a préféré faire ça au lieu de les confier à de grandes entreprises. Ça permet à des associations de travailler avec nous. Et ce qui est important dans cette démarche-là, c'est qu'en termes de respect de processus et de procédures d'achat, je veux dire, c'était respecter le respect total des normes internationales, même avec des associations aussi petites que ça. La problématique de la démarche RSE-RSO suscite aujourd'hui un intérêt. Et c'est dans ce cadre que différentes rencontres et ateliers sont organisés régulièrement au Sénégal. Nous pouvons citer, entre autres, le Forum de Dakar sur la RSE, la journée d'études organisée par la Fondation Frédéric Nouman pour la liberté, en collaboration avec l'Institut des sciences de l'environnement, l'initiative RSE Sénégal et le groupe de réflexion et l'action sur la RSE sur le thème RSE, RSO, et partenariats publics et privés, perspectives de développement en Afrique, ou la signature récente de la convention de partenariat CNP RSE Sénégal pour la promotion de la charte RSE et développement durable des entreprises du Sénégal. Conçue par et pour les entreprises, cette charte constitue à la fois un cadre de référence pour la pratique de la RSE, un guide pratique pour mettre en place des démarches RSE dans les entreprises, et un outil pour la promotion de la RSE auprès des parties prenantes des entreprises. Dès l'année 2002, le CNP avait initié des actions de promotion de la responsabilité sociétale des entreprises au niveau national, régional et international, aux côtés de l'Organisation internationale des employeurs, OIE, dont il est un membre actif. Ce débat s'est tenu en présence de plus de 200 chefs d'entreprise du monde et a permis de répondre
aux questions fondamentales suivantes. Premièrement, quel est le rôle du monde des affaires dans la société? Deuxièmement, quelles sont les limites de la responsabilité sociale des entreprises? Nous avons conclu que la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises est le terme communément appelé aux nombreuses initiatives volontaires, innovantes et positives des entreprises, tant sur le marché du travail qu'au sein de la société. Nul n'ignore aujourd'hui que l'entreprise fait l'objet de plus en plus de sollicitations des gouvernements, des collectivités locales, des populations et du monde du travail. La RSE soulève la question de la frontière entre les responsabilités des différents acteurs du développement socio-économique, ainsi que plus particulièrement la question du rôle des entreprises dans la société. Lors du forum sur l'ancrage territorial des entreprises dans le cadre de la RSE, il a été procédé à une signature d'une convention de partenariat entre RSE Sénégal et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kédougou, visant à amener les compagnies minières et les agences de grandes entreprises de services implantés dans la région à accompagner l'intégration de la RSE dans l'économie locale. C'est dans ce cadre que nous sommes allés à la rencontre de la société Oromine. La société Oromine au Sénégal, c'est une joint venture entre 3 entreprises. Donc il y a Oromine Exploration qui a donné le nom à la joint venture, qui est une société canadienne dont le siège est à Vancouver, une société cotée à la bourse de Toronto, donc qui détient 43,5% du projet Golouma que nous exploitons au niveau du Sénégal oriental. Et Oromine Exploration, qui a donc une grande expérience en matière de découverte et de développement des gisements d'or, est l'opérateur technique du projet. Oromine finance à parité le projet avec la deuxième entreprise qui est Bendon International, qui est un fonds d'investissement saoudien qui aussi détient 43,5% du projet. Les 13% restants sont détenus par un autre groupe saoudien qui s'appelle Badr Finance, qui est aussi un fonds d'investissement, mais qui ne contribue pas au financement du projet. Cette visite avait pour but de mieux appréhender les investissements réalisés sur le terrain par cette compagnie minière, tant au niveau des installations d'exploration qu'au niveau des investissements stratégiques communautaires, notamment dans le domaine de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé et de l'appui au développement local. La construction du poste a vraiment contribué de façon très conséquente à la prise en charge des maladies les plus courantes de la population. Avant, les gens parcouraient 30 km pour aller à Kédougou ou 31 km pour se rendre à Saraya. Maintenant que le poste est sur place, l'accessibilité est vraiment à 100%. Les gens viennent se consulter et la population a vraiment manifesté sa satisfaction par rapport à l'accessibilité surtout, qui est la disponibilité des services. Les médicaments aussi, donc Oromine a construit, il a équipé et il a amené, il a aussi doté 2 millions de francs de médicaments au poste de santé Diahaba. Dans tous les villages de ma localité, Oromine a fait là-bas des infrastructures telles que, au niveau de la santé, ils ont fait des cases de santé. En plus, au niveau du comité de la maternité qui est là, derrière moi, ils ont réaménagé la maternité. En plus, ils interviennent même au niveau de l'éducation. Ils ont fait des écoles, des salles de classe dans pas mal de villages. La pépinière ici a été montée en vue de reboiser les zones qui ont été déforestées durant les recherches, que ce soit au niveau des tranchées ou au niveau des plateformes. Donc la pépinière est prévue pour replanter toutes les espèces qui ont pu être détruites. Donc il y a 36 espèces différentes qui sont traitées ici, dont 12 protégées par l'utilisation des eaux et forêts. Donc là on vient d'en planter 1500 actuellement. On devrait finir dans les 2500 pour cette année. Bon, ça c'est la partie forestation. Bon, dans la forestation, vous avez des fruitiers, des non-fruitiers, qui sont des fruitiers sauvages. Bon, cette année, on a plutôt focalisé sur les fruitiers sauvages que la population utilise pour médicalement et même pour manger. Ensuite, on a fait une intégration de tout ce qui est arbres fruitiers
Donc les mangues, les anacardiers, de l'avocatier, j'ai commencé du sapotille, de la pomme cannelle, il y a un peu de tout, quoi. Il y a beaucoup de différentes espèces qui sont prévues pour faire des zones pour la communauté. C'est-à-dire c'est pour faire une exploitation et la communauté en profitera directement. Donc ça, c'est une entente dans les villages pour la gestion de l'emplacement. Les priorités à l'origine étaient celles qui ont été reconnues au niveau international, soit l'eau, l'éducation et la santé. Et à partir de ça, on était voir les différents responsables des différents services pour leur demander quelles étaient leurs priorités. Et en fonction des priorités qu'eux ont fait, on a fait nos actions en respectant les normes qui ont été développées par l'État sénégalais pour les respecter un peu partout. Voilà, la démarche qu'on a voulu imprimer ici, c'était une démarche participative. L'objectif général donc, c'était donc d'améliorer la santé des populations donc, dans notre concession minière. Nous avons aussi visité une ferme avicole d'un GIE composé d'un jeune entrepreneur et de 2 femmes de la région de Kédougou. Cette ferme, dont les activités sont en plein développement, a été appuyée à la création par Oromine sur le plan technique, gestion, aliments, financiers, etc. D'accord. Donc, elle souhaite à Oromine, la compagnie minière, la bienvenue. Et depuis que Oromine est là dans leur localité, partant de ce poulailler jusqu'à la santé, des cases de santé, de l'eau, des forages, tout a été construit ici par cette compagnie minière. Donc, elles sont très contentes de cette compagnie. Tout ce qu'elles peuvent demander, c'est une très bonne réussite dans leurs activités. Vraiment, Oromine a beaucoup donné pour notre village. Franchement, ce n'est pas seulement à cause de cette poulaille, parce qu'ils ont fait des choses avant que cette poulaille ait été créée ici. Cette réalisation constitue un exemple de projet de développement durable réussi en termes d'impact sur la création de l'entrepreneuriat local et sur la relation de confiance et de durabilité d'une compagnie minière vis-à-vis des fournisseurs locaux. Donc nous avons vraiment besoin de sentir que les populations qui abritent notre projet puissent eux-mêmes sentir un impact du projet en dehors de l'emploi qui est créé par l'entreprise, mais aussi sentir au niveau des communautés, au-delà de nos employés, leurs familles, que les autres communautés puissent sentir donc un effet de ce projet, même si ça n'aboutissait pas, en tout cas à la découverte de jugement, ce qui n'est pas toujours le cas, au moins qu'on va laisser quelque chose de très important. Et depuis un certain temps, on a donc fait une extension de nos investissements dans le cadre de développement durable. C'est pour ça que nous-mêmes, on a initié des projets tels que l'aviculture, c'est-à-dire qu'on a voulu maintenant former les populations à pouvoir eux-mêmes, on a créé des fermes avicoles, c'est-à-dire que des poulaillers, on a formé les populations à pouvoir faire donc les élevages de ces poulets, à les produire, à la gestion et à pouvoir nous les vendre nous-mêmes. On achète parce qu'on utilise, au lieu maintenant d'acheter à Dakar des poulets, c'est directement là-bas qu'on achète et l'argent retourne au niveau de ces populations. Ils ont une activité, même si le projet n'est plus là, ils pourront continuer donc à élever des poulets, à les vendre. La même chose, on l'a fait dans le cadre du miel. On a fait aussi, vous avez visité donc la pépinière qu'on a développée là-bas pour pouvoir produire des légumes frais. Maintenant, les légumes frais proviennent en fait de cette pépinière qu'on veut aussi multiplier au niveau de plusieurs villages. On a aussi un autre projet important qui n'a pas encore démarré. On a signé un partenariat avec l'association des femmes de la planète qui produit du karité. Donc on essaie aussi d'encadrer là-bas des GIE de différentes femmes, différentes communautés pour produire du karité qui va être labellisé et commercialisé à l'international avec des revenus beaucoup plus conséquents, une amélioration en tout cas de la productivité avec un système semi-industriel en tout cas qui voudra alléger donc le travail que ces femmes font de manière vraiment très laborieuse, améliorer leur productivité et puis leur fournir des gains substantiels et qui seront pérennes. Donc c'est une activité qui va continuer parce que tout le monde a besoin du karité comme vous le savez. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous voulons aider les populations à s'aider eux-mêmes, à pouvoir être autonomes, indépendants. Et donc voilà la raison pour laquelle Oromine vraiment en tout cas accorde un intérêt particulier donc à ces investissements sociaux que l'on appelle maintenant communément responsabilité sociétale de l'entreprise.
l'essentiel des PME reste informel. Elles restent informelles dans leur approche, dans la gestion, dans les aspects commerciaux, dans le management, dans la tenue de la comptabilité, et un ensemble de faits qui font aujourd'hui que les banques ont souvent du mal à approcher l'entreprise et pouvoir avoir une image fidèle. En comptabilité, on a l'habitude de dire qu'un bilan financier doit refléter une image fidèle de l'entreprise à un temps T. Le gros problème aujourd'hui, c'est le formalisme dans lequel ces entreprises doivent aller en termes de management, en termes de tenue de la comptabilité, mais en termes surtout d'approche managériale. Et le deuxième élément qui nous paraît fondamental en tant que banquier, c'est souvent l'insuffisance de garantie. Parce qu'on a l'habitude de dire que la garantie est un accessoire, mais elle est importante dans la prise de risque. Il arrive souvent que les promoteurs n'ont pas ces garanties. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'un jeune qui vient de démarrer, qui sort de l'université, qui a un minimum d'expérience et qui se lance dans une aventure, tu ne peux pas obligatoirement lui donner des garanties. Sinon, son projet s'est plombé. C'est là où l'État devrait intervenir, sous forme de fonds de garantie, sous forme de structures qui permettraient en tout cas aux Sénégalais ou aux investisseurs de pouvoir, en tout cas, pouvoir accéder au financement bancaire sans pour autant satisfaire par leurs propres moyens des garanties qui sont souvent onéreuses. Parce que les banques ont tendance à exiger des garanties hypothécaires, des garanties financières. Et même s'ils demandent des garanties personnelles, c'est-à-dire la caution morale d'une personne physique ou morale, le nantissement d'un matériel qu'on doit acquérir, le nantissement d'un véhicule, les gens ont souvent besoin d'avoir à côté des garanties réelles. Il appartient aux banquiers de voir la forme de crédit qui devrait être adaptée aux besoins du client et si les conditions sont réunies, essayer de caler ça dans une durée qui permettrait en tout cas de rembourser. Donc je disais, pour s'affranchir à ça, les entreprises ont un rôle important à jouer. C'est-à-dire qu'ils doivent aller dans une dynamique de moderniser les structures. Les moderniser en tenant une comptabilité sérieuse qui peut être tenue par un comptable en interne pour les grandes structures, mais qui peut être confiée à un cabinet d'audit sérieux. Et là également, nous interpellons l'État et l'ordre des experts, parce qu'on a tendance aujourd'hui à voir du n'importe quoi dans certaines professions libérales où tout le monde peut se lever un beau jour, se dire expert, ou établir des états financiers qui n'ont aucune qualité par rapport à ce qu'on attend d'un bilan. Un expert comptable, il coûte excessivement cher, comme un architecte coûte excessivement cher. Mais quand tu veux avoir du bon travail, quand tu veux avoir la confiance du banquier, il faudrait s'acheminer dans cette direction. La deuxième chose, il faut que les gens arrêtent d'assimiler les entreprises à leur patrimoine personnel. Même si c'est une entreprise individuelle qui atteint une certaine dimension, on doit se moderniser et faire appel aux outils modernes de gestion. Les banquiers doivent quand même s'adapter, en tout cas, au contexte. Prendre beaucoup plus de risques, même s'il faut demander des garanties. Et le troisième intervenant, c'est l'État. Parce que l'État est le garant du système bancaire à travers les institutions monétaires. D'abord le ministère des Finances, la Banque centrale, les autorités de l'Union monétaire ouest-africaine qui régissent en tout cas le système bancaire. On doit réfléchir sur des mécanismes qui permettront aux banques de pouvoir prendre des risques et qui permettront aux entrepreneurs de pouvoir soumettre leurs projets. Et pour cela, il faut qu'il y ait une interface. Ces interfaces, c'est les fonds de garantie qui doivent être mis en place par les États, qui doivent être mis en place par l'UEMOA pour permettre en tout cas véritablement aux Sénégalais ou aux citoyens de la zone qui ont des projets porteurs de pouvoir approcher les banques et de pouvoir bénéficier de leur concours sans pour autant disposer de garanties onéreuses. Parce qu'un jeune qui démarre, il n'a pas de titre foncier, il n'a pas de bail, il n'a pas de biens à donner. Donc ça veut dire qu'il faut déjà être riche pour pouvoir avoir du crédit. C'est aberrant. Je pense que nous devons aller dans un sens où on doit créer des conditions pour que les banques puissent accéder. Je n'ai rien contre les banques étrangères, mais je pense également un des facteurs fondamentaux que l'État du Sénégal
doit en tout cas encourager, c'est la mise en place de véritables banques aux capitaux nationaux. Il y a une dizaine d'années, le système bancaire sénégalais était essentiellement constitué par des banques de capitaux occidentaux, françaises essentiellement. Il y a une vingtaine d'années, depuis 10 ans, on a vu l'émergence des banques marocaines, pour ne pas citer de nom, maghrébines pour ne pas citer de nom, on les connaît. Et maintenant, c'est des banques de l'UEMOA ou de la CEDEAO, ivoiriennes, nigériennes qui nous envahissent. Mais quand on aura de véritables banques avec des capitaux majoritairement détenus par les Sénégalais? C'est un gros problème. Il faut s'affranchir de la crise des années 80 où il y avait une panoplie de banques nationales, mais pour des raisons de gestion politicienne, avec l'ingérence de l'exécutif dans le fonctionnement de ces banques, il y a une crise. Beaucoup de banques ont fait faillite, mais je pense que si on s'affranchit en tout cas de ces manquements qu'on avait constatés dans le fonctionnement de ces banques nationales et qu'on s'inspire de ce qui se fait aujourd'hui des banques occidentales, des banques maghrébines et les banques de la sous-région, il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas de banques majoritairement détenues par des capitaux sénégalais, qui peuvent être des privés comme qui peuvent être des banques nationales où l'État a des participations majoritaires sans pour autant influer dans la décision de gestion ou par rapport à la politique de crédit de ces banques.